tous, bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur Dynamica et cette semaine nous allons aborder un sujet consacré à l'ADN. Et qui de mieux pour aborder ce sujet qu'un auteur que vous connaissez bien maintenant, le docteur Florence Pousset. Bonjour Florence. Bonjour Mathilde. Comment vas-tu? Très bien. Bon, je suis ravie de te retrouver sur ce dossier. Alors, nos abonnés te connaissent bien maintenant. On t'a déjà vu sur le dossier de l'énergie vitale que tu étais venu nous présenter et sur l'intelligence du ventre, qui était formidable. Donc, je rappelle malgré tout pour les abonnés qui sont peut-être arrivés entre-temps de la présentation de ces dossiers, que tu es docteur en neurosciences. Tu es auteure, tu es conférencière, tu es fondatrice de l'Institut des sciences et de l'éveil de l'être. Je rappelle que tu as écrit un livre également qui s'appelle « Votre corps énergétique transporte ». Votre corps énergétique vous parle aux éditions Symbiose. Tu accompagnes des personnes en individuel, tu les accompagnes en groupe également. Et tu fais le lien par ton profil scientifique entre tout ce qui est cartésien, concret, et un peu l'éveil et le champ des subtils, un peu plus. Oui, entre le visible et l'invisible, le rationnel et l'irrationnel, entre la science et les traditions. Exactement. Parfait. Des sujets qui me passionnent. Mais Je oui. fais le lien entre ces deux mondes pour qu'ils apprennent à se reconnaître l'un l'autre. Donc aujourd'hui, c'est l'ADN. Aujourd'hui, c'est l'ADN. Alors l'ADN, tout le monde en parle. Il est présent tout autour de nous sans forcément qu'on s'en rende compte. L'ADN, si on part depuis le début, qu'est-ce que c'est? Alors l'ADN, c'est l'acronyme d'un mot de chimie un peu barbare qui est l'acide désoxyribonucléique. On va parler juste d'ADN. L'ADN, c'est la molécule de la vie. On la retrouve dans de nombreux domaines de notre vie et c'est l'une des rares molécules en science qui a autant impacté tous les domaines de notre vie. On la retrouve elle est le logo d'un certain nombre d'instituts de recherche de par le monde comme le Weiss Institute ou l'Institut de recherche aux États-Unis à Bethesda. Mais elle a surtout inspiré des peintres comme Gouin en 2008 qui a peint un tableau qu'il a intitulé « La maison du chaos » et pour lequel il protestait contre le fichage biologique à l'époque. On la retrouve aussi parmi les sculpteurs. Donc, l'Université de Californie, par exemple, le logo de l'Institut est représenté grandeur nature, une molécule d'ADN. Mais on la retrouve aussi un peu plus dans le passé, puisqu'elle a inspiré des sculpteurs comme dans le château de Chambord. Le fameux escalier du château de Chambord n'est qu'une représentation symbolique de l'ADN, par exemple. Mais ce qui est le plus marquant, c'est qu'elle a fortement inspiré Dali et il a peint plusieurs toiles dans lesquelles est représenté un escalier qui n'est autre que la représentation symbolique de l'ADN, puisque cet escalier fait le lien entre la terre et le ciel. Et sur cet escalier, il a peint des âmes qui se déplacent. Donc vous voyez que cette molécule, elle fait partie de notre inconscient collectif et on ne le sait pas. Dali l'a même intitulé la Mona Lisa de la science, donc pour vous dire l'importance qu'elle a. Et il a même peint cette molécule en l'honneur de sa femme et il a créé un tableau qu'il a appelé la Galacida, acide désoxyribonucléique, en l'honneur de sa femme. Donc vous voyez, on la retrouve dans tous les pans de notre vie, mais en fait on ne le sait pas. Mais ça veut dire que cette molécule, elle est vraiment dans notre inconscient collectif. Donc elle est majeure pour l'humain, pour l'humanité. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Lorsque la science s'intéresse à cette molécule, ça date déjà de 1865. Ça a commencé dans le jardin d'un monastère avec Gregor Mendel, qui était un moine. Il cultivait ses petits pois dans le jardin et il s'intéressait à la transmission d'un caractère, le caractère de la couleur d'une génération à l'autre. Alors il avait des petits pois de couleur jaune, de couleur verte, et il étudiait comment se transmettait cette couleur de génération en génération. Et c'est lui qui a dicté en fait les premières lois de la génétique, qui portent d'ailleurs leur nom, qui sont les lois de Mendel. Un petit peu plus tard, dans les années 1870, des chercheurs ont extrait du cœur des cellules une molécule appelée la nucléine, donc parce qu'elle était au cœur du noyau des cellules. Et puis au début du siècle dernier, 1920, 1930, 1940, les chercheurs ayant progressé dans la technologie, petit à petit, on a pu définir la constitution chimique de cette molécule.
et identifier les constituants de base. Et donc, imaginez l'ADN comme un collier de perles avec 4 couleurs que l'on va appeler A, T, G, C. Alors, je vous épargne les noms chimiques, mais retenez juste pour que vous ayez une représentation comme un collier de perles. Et c'est dans les années 1950, avec les 2 Américains Watson et Crick, ils ont vraiment mis en évidence la structure spatiale de cette molécule qui est une structure en hélice. Et c'est ce qui a fait leur réputation. Donc, en fait, si vous voulez vous faire une représentation de l'ADN, imaginez comme une échelle ou comme 2 colliers de perles qui sont reliés les uns entre les autres, donc 2 barreaux d'une échelle, et qui prend une forme spiralée. Et vous savez peut-être que dans les traditions du monde entier, la spirale, c'est un mouvement dynamique. Le mouvement spiralé, on le retrouve dans les traditions anciennes. Ceux qui pratiquent par exemple le tai chi chuan ou le qigong, on a ces mouvements de spirale. Et vous voyez que la spirale donne du mouvement et jusqu'au cœur de nos cellules, jusque dans l'ADN. Donc vous voyez que cette molécule, elle est intéressante parce qu'elle est au cœur de nos cellules. Et si vous cherchez une représentation de l'ADN sur Internet, par exemple, vous allez être surpris de constater que cette molécule, quand elle est représentée, elle n'a ni début ni fin. Comme si c'était la molécule de l'éternité. L'infini. L'infini, au cœur de la cellule. Donc si on part du début, lorsque l'ovule et le spermatus se rencontrent et fusionnent, ils vont former un œuf fécondé. Donc l'œuf fécondé, chaque être humain se développe à partir d'une cellule unique qui a au cœur dans son noyau cette molécule d'ADN. Donc cet ADN porte le programme de développement d'un être humain. Alors, spermatozoïdes et ovules sont les seules cellules du corps qui ne portent que 23 chromosomes. Si bien que lorsqu'elles fusionnent pour former cet œuf fécondé, elles vont porter 43 chromosomes. Alors, le spermatozoïde vient du père, l'ovule vient de la mère, donc nous avons l'héritage de notre père, l'héritage de notre mère, donc nous portons l'information de tous ceux qui nous ont précédés. Donc, vous portez certains caractères de votre père, certains caractères de votre mère. Donc, vous avez un héritage, on va appeler ça l'héritage transgénérationnel dont vous êtes issu. Et nous avons un œuf fécondé qui porte la totalité du programme pour que vous puissiez prendre consistance dans la matière avec 2 bras, 2 jambes, une tête, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette cellule unique, elle reçoit une impulsion énergétique, vibratoire, je ne sais pas, parce qu'elle commence à se diviser en 2 cellules, en 4 cellules, en 6, enfin en 8, en 16, jusqu'au stade de 64. Donc il y a bien cette énergie vitale qui l'habite au plus profond d'elle et qui va donner l'impulsion pour qu'elle se divise. Et au stade de 64 cellules, pour ceux qui font un peu de numérologie, 6 plus 4 ça fait 10, 10 c'est 1, 1 c'est le début, c'est le commencement. Et à partir de ce stade-là, le système nerveux commence à se développer et on va avoir l'ébauche de la colonne vertébrale, l'ébauche de notre cerveau, pour que le fœtus puisse prendre forme dans la matière et que nous prenons la forme d'un humain. Donc imaginez bien que cet ADN, il a le programme pour que nous puissions prendre notre forme. C'est impressionnant, c'est comme s'il existait autour de la cellule un programme invisible qui non seulement donne l'impulsion de la division cellulaire, mais qui en plus va guider la division de ces cellules pour que nous puissions prendre l'aspect d'un être humain. C'est quand même incroyable. L'information est là. L'information est là, portée par l'énergie. Ouais. Rappelez-vous, l'énergie plus l'information crée la matière. Donc, quand les cellules du cerveau ont été découvertes, en science, il y a toujours des postulats. Dès qu'on fait une découverte, c'est toujours c'est comme ça, c'est figé, ça ne bouge pas. Y a-t-il quelque chose dans l'univers qui ne bouge pas? Tout bouge dans l'univers en permanence. Si je prends l'exemple de Ramon y Cajal, c'est le scientifique qui a découvert les neurones dans le cerveau. Quand il les a découverts, le postulat a été les cellules du cerveau sont les seules cellules du corps qui ne se divisent pas.
Donc vous naissez avec un certain nombre de cellules cérébrales et vous mourrez avec. On sait aujourd'hui, depuis les découvertes de la science, que les cellules du cerveau sont les cellules qui se divisent particulièrement rapidement et qui s'adaptent à de très nombreuses situations, d'où la neuroplasticité neuronale. Eh bien, lorsqu'on a découvert l'ADN, le postulat était le même. L'ADN, vous naissez avec un certain ADN qui porte un certain type d'information et vous ne pouvez pas le modifier. Or, on sait aujourd'hui que cet ADN, eh bien, il est vivant, il bouge et il peut évoluer, il peut changer. Donc, si je repars du début, la première cellule, qu'est-ce qui caractérise une cellule? La cellule, elle a une membrane, c'est comme un contenant. Oui, où peut-on retrouver l'ADN finalement? Parce que là, tu nous as expliqué un peu le fonctionnement, c'est ça. Oui, voilà. On le retrouve au cœur de chaque cellule. Ouais. Donc, une cellule, elle a une membrane, au cœur, il y a le noyau, et l'ADN, il est à l'intérieur du noyau. Et entre le noyau et la membrane, il y a ce que j'appelle l'usine cellulaire qui va pouvoir créer tout ce dont on a besoin pour fonctionner, en particulier les protéines. Donc les protéines, ce sont les hormones, les neurotransmetteurs, les neuropeptides, ce sont les ouvrières du corps. Donc en science, cette molécule d'ADN porte toute l'information et quand les cellules se divisent, elles ont toute l'information. Donc toutes les cellules du corps portent toute l'information initiale. Sauf que au cours du développement de l'être humain, les cellules vont se spécialiser. Donc, vous avez certains gènes qui vont rester endormis pour pouvoir favoriser l'expression et la spécialisation des cellules. Donc, certaines vont devenir des neurones, d'autres vont devenir des cellules intestinales, d'autres vont devenir des cellules musculaires. Donc, chaque cellule du corps a le même potentiel, la même information, mais il y en a une grande partie qui est éteinte pour pouvoir privilégier la spécialisation d'un type cellulaire. Mais ce qui est important de garder en mémoire, c'est que toutes les cellules ont toute l'information, mais elles ne l'expriment pas dans leur totalité. Alors, tout le monde connaît l'ADN. Alors, il y a un amalgame lorsqu'on parle communément. On parle des chromosomes, mais chromosomes et ADN, c'est sensiblement la même chose. En science, la petite différence, c'est que l'ADN, c'est le fameux collier de perles dont je vous parlais tout à l'heure, ou la fameuse échelle spiralée. Et cet ADN, il est entouré de protéines qui forment comme une coque, et c'est la combinaison entre l'ADN et les protéines qui forment les chromosomes. Donc, il y a un peu un abus de langage qui dit ADN, dit chromosome, c'est à peu près pareil. Et vous connaissez certainement aussi les télomères. Les télomères, ce sont des petits chapeaux qui sont à l'extrémité des chromosomes. Et ce sont ces fameux télomères qui sont impliqués dans le vieillissement cellulaire. Donc si je plonge au cœur du chromosome, donc que je traverse cette coque de protéines, j'arrive à l'ADN, j'arrive au fameux enchaînement de mes perles dans mon collier avec ces 4 couleurs ATGC. Donc, ces bases, ces perles en science, ça s'appelle des bases. Un ADN est constitué de trillions de bases, mais une quantité phénoménale parce que cet ADN il renferme de l'information et beaucoup d'informations. Parce que plus on avance dans la découverte, plus on s'aperçoit le potentiel qu'il a. Donc, le séquençage de l'ADN humain a été réalisé dans les années 2005 à peu près. Et lorsqu'ils ont comparé un peu les ADN de différents individus, se sont aperçus que 2 individus différaient seulement de moins de 2% de leur constitution de leur ADN. Donc c'est pas grand-chose, mais à la fois c'est ce qui fait aussi notre spécificité. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc si vous étiez dans un laboratoire de recherche, qu'est-ce qu'on voit à l'écran quand on fait un séquençage d'ADN? On voit que des enchaînements de perles ATGC, ATGC, ATGC. C'est comme un code secret et le scientifique, il doit décoder tout ça. Ouais. C'est comme si la nature nous avait livré un secret en disant, voilà, tout est là, à toi de le décoder. Donc c'est un sacré challenge pour les scientifiques, d'autant plus que c'est une molécule vivante et que ça bouge tout le temps. Donc l'information qui est stockée là bouge tout le temps. Donc, les scientifiques ont essayé de cartographier, ont cartographié l'ADN, ils se sont aperçus qu'il y avait des séquences dites codantes, c'est-à-dire des gènes, et un gène
quand il passe à travers la machinerie cellulaire, donne une protéine. Et entre ces fameux gènes, il y a des séquences qui ont été appelées des séquences non codantes ou de l'ADN poubelle dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Donc, lorsqu'on regarde une molécule d'ADN, on a une succession de gènes, séquences poubelles, des gènes, des séquences poubelles, etc. Et seuls les gènes vont s'exprimer pour donner des protéines qui sont les ouvrières du corps pour que l'on puisse prendre forme et fonctionner. Donc on parle les gènes, ça s'appelle l'ADN codant parce qu'ils codent des protéines, et ces séquences dites poubelles, ça s'appelle de l'ADN non codant, et ils représentent 98% du génome. Donc au début ils l'ont appelé l'ADN poubelle, mais plus les recherches avancent et plus on s'aperçoit que cet ADN est extrêmement important. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je voudrais juste expliquer la différence entre l'ADN et l'ARN, parce que c'est un vaste sujet. Et donc, vous l'avez compris, l'ADN porte l'instruction de développement de notre corps avec cette alternance de gènes et de séquences non codantes. Cet ADN, c'est une échelle avec deux montants, des barreaux entre qui est spiralé dans l'espace. Donc cet ADN, il est transformé en ARN. Et cet ARN, c'est juste une copie, c'est un seul brin de l'échelle. Alors, il y a une petite différence dans la constitution parce que le collier de perles, c'est plus ATGC, ce sont des perles AUGC. On va dire que c'est à peu près pareil. Et cet ARN, il porte à nouveau ces gènes et ces séquences poubelles. Et ensuite, il est à nouveau transformé en ARN messager, c'est-à-dire que cet ARN messager, on lui a enlevé toutes les séquences poubelles, on a mis tous les gènes les uns à côté des autres, et ensuite, cet ARN messager, il rentre dans la machinerie cellulaire. Vous savez, entre le noyau et la membrane, il y a toute l'usine, et dans cette usine, cet ARN messager va servir de base pour fabriquer les protéines. Et ensuite, les protéines vont sortir de la cellule et puis elles vont aller exercer leur travail, faire leur travail. Une sorte de photocopieuse, quelque part, c'est ça. message. Oui. Donc, on a une information de base, l'ADN, que nous avons hérité de nos aïeux. Et comme nous sommes issus tous d'une famille différente, avec des caractéristiques différentes, eh bien l'ADN, il est propre à chacun de nous, il est unique, c'est notre signature vibratoire, c'est notre carte d'identité biologique et nous est propre. Il n'y en a pas deux pareils sur Terre. C'est pour ça que chaque être humain est vraiment unique. Et même dans une fratrie, on a beau avoir le même père et la même mère, on n'a pas les mêmes caractéristiques. Parce que lorsque l'ovule et le spermatozoïde fusionnent, eh bien les chromosomes, il faut les représenter comme un X. Eh bien, ils échangent, ils se croisent, ils se mélangent les branches et puis ils échangent de l'information, si bien que les frères et sœurs, l'un va avoir les yeux bleus puis l'autre les yeux verts. Donc il y a un échange d'informations qui fait que vraiment nous sommes des êtres uniques. Donc l'unicité de chacun d'entre nous, elle part déjà dans notre constitution intrinsèque au cœur de la cellule, mais vous allez voir qu'après elle va encore se diversifier. Donc l'ADN, c'est vraiment le schéma de développement de notre corps physique. On va dire, c'est, comme on dit, quand on achète un meuble, on a le kit, on a la notice de développement. Donc en science, on a d'un côté la génétique, c'est-à-dire le scientifique qui va prendre un gène comme la couleur des yeux et il va regarder comment elle se transmet de génération en génération. Ça, c'est la transmission d'un caractère de génération en génération. C'est la génétique. Et de l'autre côté, on a la génomique, c'est-à-dire qu'on va étudier un seul caractère dans une population et pour voir comment se comporte le gène dans différentes populations, chez les Européens, chez les Asiatiques, chez les Africains, et ainsi de suite. Mais si vous partez du principe que cet ADN, et en particulier cet ADN qui initialement a été appelé ADN poubelle, en fait les scientifiques se sont aperçus ces dernières années que dans cet ADN poubelle était loin d'être inutile, il portait au contraire toutes les séquences de régulation de ces gènes. Et en plus de ça, lorsqu'ils ont étudié la composition de cet ADN poubelle, ils ont retrouvé des traces d'ADN bactérien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet ADN dit poubelle, on retrouve toutes les traces du vivant, non seulement de ceux qui nous ont précédés, mais en termes d'humains, mais des traces du vivant, de micro-organismes vivants. Donc c'est comme si cet ADN
vu la taille avec ces trillions de perles qui le composent, il était la mémoire, ou il portait la mémoire du vivant sur Terre. Ouais. Donc, si je fais un petit résumé de cette molécule d'ADN, pour que vous fassiez une représentation, l'ADN ou le génome, c'est le livre d'instructions pour que le corps se développe. Les chromosomes, puisqu'on a 23 paires de chromosomes, et chaque chromosome porte des caractères différents. Un chromosome va porter la couleur des yeux, l'autre votre pointure, l'autre la couleur de la peau. Donc les chromosomes, c'est comme le chapitre du livre. Les gènes, ça va être les phrases du livre, et les perles ATGC, ça va être les mots qui forment les phrases. Donc c'est comme un livre. Et l'intelligence de la nature, l'intelligence de notre corps a cette faculté à décoder ce que nous n'arrivons pas encore à faire, mais elle le fait spontanément, naturellement, de façon innée. Alors cet ADN, quand les scientifiques l'ont découvert, ils ont dit, bon, nous naissons avec un ADN, il est immuable, il ne bouge pas. En fait, c'est absolument faux. Cet ADN, il est vivant, il bouge en permanence et il est sujet à ce que l'on appelle des mutations. Les mutations, c'est-à-dire vous avez les colliers les perles du collier et elles peuvent échanger de place. Donc on pourra dire, dans le cadre de notre livre, ce sont des erreurs de typographie. Mais il suffit que l'on change une seule perle pour que la protéine à la sortie qui va être créée soit différente de la première. Je vous donne un exemple. L'hémoglobine, c'est une protéine qui est contenue dans les globules rouges. Donc elle correspond à une séquence d'ADN bien particulière. On va dire bleu, vert, vert, bleu. Si je change une couleur, une perle, donc une base de l'ADN, si je mets bleu, vert, vert, jaune, eh bien cette hémoglobine va être mutée et elle ne va plus assurer sa fonction initiale, et cette hémoglobine mutée va donner une maladie qu'on appelle l'anémie falciforme. Donc vous voyez à quel point c'est une horlogerie très fine. Juste une perle qui est modifiée, c'est une fonction qui est transformée, qui est modifiée. Donc cet ADN, il est vivant et il bouge tout le temps. C'est vraiment un dispositif de stockage de données, je dirais manifesté ou non, puisque nous n'en exprimons qu'une seule partie. Parce qu'on n'a pas non plus la capacité à intégrer, je dirais, dans notre conscience et mentalement, toute l'information que nous stockons. Donc c'est un tiroir avec multiples informations, et donc tu dis qu'on peut le modifier, on peut agir dessus. De quelle manière quelle action nous on peut avoir pour le modifier? Alors, tout ce qui touche l'ADN, les gènes, c'est la génétique. Tout ce qui est autour des gènes, c'est l'épigénétique. Donc ça a été un vaste dossier aussi ces dernières années, l'épigénétique, qui nous a montré à quel point on pouvait influencer cet ADN et surtout l'expression de nos gènes. Alors, il y a déjà des facteurs que l'on connaît, dont on a parlé dans le précédent dossier. L'alimentation que vous allez absorber et ingérer, et bien suivant la qualité, suivant l'énergie de cette alimentation, vous allez directement influencer l'expression de vos gènes. D'autant plus si on absorbe une alimentation qui est emplie de molécules chimiques. Ces molécules chimiques vont venir comme bloquer certaines fonctions de la cellule, vont venir se positionner sur cette coque qui entoure l'ADN et empêcher l'expression de certains gènes. Donc toutes les molécules chimiques que l'on absorbe de différentes façons vont venir entraver donc, le fonctionnement cellulaire, mais aussi l'expression de nos gènes. Nous avons aussi l'eau, donc on y reviendra après. Donc tout ce qui est toxine, que ce soit dans l'alimentation, dans l'air que nous respirons, dans toutes les substances chimiques que l'on peut absorber par notre peau, ça a un impact direct sur l'expression de nos gènes. Et puis il y a bien sûr la constitution de notre microbiote, puisque nous hébergeons une quantité phénoménale de bactéries qui elles-mêmes portent un ADN. Donc cet ADN, il vient aussi influencer, parce qu'elle synthétise aussi de nombreuses substances bénéfiques ou nuisibles pour l'être humain. Et ces bactéries peuvent aussi venir impacter l'expression de nos gènes. Alors ça, c'est toute la partie physique, matérielle de notre corps. Mais il y a aussi toute la partie, donc on l'a vu, transgénérationnelle et la partie psycho-émotionnelle. Si vous êtes dans un environnement de stress en permanence, eh bien, vous allez impacter le fonctionnement cellulaire, donc impacter l'expression des gènes.
déjà la forme des gènes, la forme des protéines qui entourent l'ADN. Donc, vous allez impacter l'expression des gènes. Oui. Au niveau transgénérationnel, par exemple, il y a des études qui ont montré que lorsque vous avez chez des aïeux de 2 ou 3 générations avant nous, où il y a eu de la famine, par exemple, c'est un marqueur qui vient se mettre sur notre ADN et qui va ensuite impacter la descendance. Ou par exemple, un autre exemple, je pense maintenant au stress, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis lorsqu'il y a eu l'effondrement des tours jumelles en 2001. Ils ont étudié les enfants issus de 2 groupes de femmes. Il y avait un groupe de femmes à New York qui avait vécu l'événement en direct. Et puis, ils ont étudié les enfants qui étaient issus d'un autre groupe de femmes qui vivaient à l'autre bout des États-Unis, mais qui n'ont pas vécu l'événement en direct. Et lorsqu'ils ont étudié la susceptibilité au stress de la descendance, ils se sont aperçus que les enfants nés des femmes qui vivaient à New York et qui ont vraiment été plus fortement impactées, avaient une susceptibilité au stress plus élevée que l'autre groupe. C'est incroyable. Donc pour vous dire que tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, que ce soit au niveau émotionnel ou psychologique, vient mettre un marqueur sur l'expression de nos gènes, et ce marqueur va se transmettre de génération en génération. Donc ça établit en quelque sorte des profils psycho-émotionnels. Donc l'ADN, à la fois, c'est le programme de développement de notre corps physique, mais je dirais c'est aussi, il porte des caractères ou des caractéristiques psycho-émotionnelles. Oui, plus subtil que uniquement le physique. Oui. Ce qui est intéressant, donc on a parlé de l'alimentation, mais il y a aussi l'eau. Donc vous connaissez l'impact de la qualité de l'eau et puis de boire une eau qui est dynamisée. Donc les scientifiques, lorsqu'ils ont étudié l'ADN, ils se sont aperçus que l'ADN, suivant la qualité de l'eau dans laquelle il était placé, il prenait une structure dans l'espace, donc ce qu'on appelle en science une conformation, qui est plus ou moins favorable à l'expression de certains gènes plutôt qu'à d'autres. Donc suivant la qualité la qualité de l'eau que vous allez boire, vous allez directement impacter l'expression de vos gènes. Donc c'est un tout qui est vraiment important. On n'a pas forcément conscience que tout ce que nous ingérons, tout ce que nous buvons, l'environnement dans lequel nous sommes, mais ça conditionne vraiment toute notre physiologie, mais jusqu'au cœur de la cellule. Oui. Et puis, il y a, comme on l'a vu, ce sont nos croyances, nos émotions, nos pensées, les événements de vie auxquels nous sommes confrontés qui viennent impacter cette molécule très fortement. Ceux qui sont pas mal encore en avance sur l'étude de l'ADN, ce sont les Russes. Ils ont toujours un pas d'avance sur nous. Et il y a Garaïev qui a étudié en particulier l'ADN. Il disait « Le génome a la capacité d'une quasi-conscience, si bien que l'ADN a la capacité à reconnaître les mots. » Parce que les mots, le verbe, comme le disent les traditions, c'est de l'énergie, ce sont des vibrations. Et donc c'est là où les Russes sont très en avance, parce qu'ils ont réussi à démontrer que par les vibrations, ce que nous émettons, et donc par les mots que nous émettons, par les pensées que nous avons, par les émotions que nous ressentons, eh bien c'est un ensemble de vibrations qui va impacter l'expression de nos gènes. Donc nous sommes des êtres extrêmement puissants, nous ne le savons pas. Parce que rien que par la puissance de notre pensée, on l'a vu, les pensées positives, des émotions positives, les mots que nous employons, parce que lorsque je parle, mes cellules m'écoutent. Oui. Et si j'ai des mots positifs, elles vont être dynamisées, elles vont être vibrantes. Donc, il faut imaginer la cellule, et je dirais même l'ADN, comme une supraconscience. Toutes les cellules du corps portent la totalité, l'information du tout, et nous avons la capacité à influencer cette matière. Donc, maîtriser ses émotions, maîtriser ses pensées, faire attention à l'environnement dans lequel nous vivons, faire attention à nous, sur tous les plans de notre être, jusqu'à notre corps vibratoire, mais ça va influencer nos gènes. L'état psychique intervient jusque-là, jusqu'au cœur de la cellule. Oui. Tout à fait, puisque les pensées, ce sont des vibrations. Oui, oui.
Alors ça peut être difficile à concevoir pour un certain nombre de scientifiques et de personnes, mais les vibrations, c'est très bien qu'elles influencent la structure des cellules. Il y a en science, et ça date un petit moment, le fondateur de l'acoustique, qui est M. Chladni, a fait des expériences extrêmement intéressantes. Il avait placé sur une plaque en métal du sable, qui était, on va dire, en vrac, et lorsqu'il prend un archet, qu'il fait vibrer l'archet sur la plaque se met à trembler, et selon la fréquence qu'émet l'archet, le sable se met à bouger et il s'immobilise dans une structure géométrique. Il prend un archet et génère une autre fréquence, le sable se remet à bouger dans tous les sens et il s'immobilise dans une autre structure géométrique. Pour moi, c'est vraiment la démonstration que les vibrations influencent la structure de la matière et l'ADN fait partie de la matière. On peut parler d'ADN vibratoire ? On peut parler d'ADN vibratoire. Alors, les scientifiques ne sont pas encore tout à fait ouverts, sauf les Russes, parce que si l'on plonge au corps de la cellule, donc au cœur de la cellule, il y a le noyau. Le noyau, si on l'a vu, ce sont des atomes avec des électrons qui tournent autour. Et entre, il y a du vide. Et le vide, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc l'énergie, ce sont des vibrations, ce sont des fréquences. Et les Russes, donc en particulier Fritz Popp, a montré que l'ADN, nous connaissons l'ADN matière, mais il existe aussi un ADN vibratoire lumineux. Donc on rentre dans une autre dimension, je dirais, où, dans ce monde de l'invisible, il y a ce que je vois, ce que je peux toucher, et il y a ce que je peux ressentir ou percevoir de vibrant avec les appareils qui commencent à apparaître. Donc en science, on commence à parler d'ADN vibratoire et on commence timidement dans certains groupes scientifiques à parler de génétique ondulatoire. Ça veut dire quoi la génétique ondulatoire? C'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer une certaine fréquence aux cellules qui sont malades par exemple, vous allez pouvoir stimuler l'expression de certains gènes pour réenclencher la bonne vibration, donc la bonne expression, la bonne fabrication de protéines et un fonctionnement cellulaire de nouveau de retour à la normale. Donc, l'ADN, qu'est-ce que c'est? C'est un super code. Il a le code de développement de notre corps physique. Je pense, ce sont des hypothèses, mais on y vient de plus en plus. C'est aussi le code émotionnel et psychologique. Il est vibratoire, il est lumineux. C'est un système hyper intelligent. C'est une micro-conscience. Et cet ADN qui est vibratoire et lumineux, il a la capacité à recevoir l'information vibratoire et lumineuse. Donc, c'est un peu comme une antenne, cet ADN. Ouais. Et comme il est au cœur de toutes les cellules du corps, on pourrait se dire que les cellules vont pouvoir communiquer entre elles par l'émission de fréquences, peut-être à travers cet ADN. Et l'émission lumineuse, vous le savez, c'est une fraction de seconde. Ça va aller beaucoup plus rapidement que l'émission d'une information par la voie chimique. Parce que la molécule chimique, il faut qu'elle prenne des transporteurs, passe dans le sang, qu'elle soit véhiculée, etc. Donc évidemment, on a aussi l'eau qui est un véhicule d'information. Mais peut-être que l'ADN, par sa vibration et sa lumière, il va transmettre l'information de façon à ce que toutes les cellules du corps soient informées en instantané de ce qui se passe à l'autre bout du corps. Je vous dis, l'ADN, c'est vraiment la cellule qui va nous occuper dans les centaines d'années et les milliers d'années qui arrivent, parce que c'est le cœur de tout notre programme. Donc, c'est un bioordinateur, mais pas seulement en physique, mais aussi lumineux, vibratoire, je dirais ondulatoire. Et ça passionne tellement les scientifiques, et pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est un système d'information, dans certaines universités, maintenant, ils sont en train de fabriquer des fragments d'ADN en laboratoire qui vont servir à stocker l'information. C'est que dans les années qui arrivent, dans les ordinateurs, on utilise, je crois, ce sont des microcristaux pour stocker l'information. À l'avenir, on ne va plus utiliser des cristaux, on va utiliser des fragments d'ADN.
Et ces fragments d'ADN, ils sont beaucoup plus petits, moins volumineux, mais ils ont une capacité de stockage de l'information qui est démultipliée. Donc pour vous dire à quel point c'est un enjeu très très important. Mais c'est aussi un enjeu pour chaque être humain parce que il est important que nous comprenions que nous avons la capacité de faire attention à notre corps physique, à notre santé, mais pas que la santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale et donc notre santé énergétique, de pouvoir modifier notre physiologie qui démarre au cœur de la cellule, dans notre ADN. Tu nous ouvres un champ des possibles phénoménal avec ce sujet. Écoute, merci infiniment Florence pour ce voyage, nous avoir transporté au cœur des cellules, au cœur de notre signature individuelle. Je suis convaincue que ce voyage vous aura transporté comme il m'a transporté. J'ai hâte de te retrouver sur de prochains dossiers. Et puis d'ici là, nous nous retrouvons lundi pour le webinaire de questions-réponses en ta compagnie, Florence. Merci Mathilde. À très bientôt.